Tel qu'il nous apparaît aujourd'hui, ce jeu comporte 78 cartes, divisées en 22 atouts, support de l'iconographie étudiée ici, et 56 cartes dites mineures, lesquelles se répartissent en 4 couleurs, bâton, coupe, épée et denier, comprenant chacune 4 figures, roi, reine, cavalier, valet, suivies de 10 numérales allant de l'As au 10. Il apparaît alors déjà une relation entre le 4 et le 10, ce qui nous renvoie à une conception pythagoricienne, néo-pythagoricienne, symbolisée par le signe de reconnaissance des pythagoriciens, la tétrarchis ou 4 rayonnants. 10 petites pierres, ou calcul, des points, posées en triangle censés montrer que partant du 1 pour aller au 4, on arrive en fait à 10. Ce que les numérologues appellent pompeusement l'addition théosophique. Rien que ça. Je vais donc partir d'un carré de 10 cases sur 10 cases de côté, ce qui me fera 100 cases en tout. Ainsi, la relation entre le 4 et le 10 sera parfaitement respectée. Ce carré, je vais le diviser en 4 quartiers. Chacun des quartiers correspondra à une des couleurs du tarot, bâton, coupe, épée et denier, ce qui définira ainsi un côté masculin avec les bâtons et les épées, et un côté féminin avec les coupes et les deniers, qui ainsi semblent plutôt être des boucliers face aux épées. Puis, de façon logique, je vais placer l'As, le 1, l'unité, à chacun des angles de ce carré, que je vais faire suivre par les 10 numérales dans chacun des quartiers, de 1 à 5 en descendant et de 6 à 10 en remontant, ce qui va définir 2 colonnes avec le 11 comme constante de chaque côté de ce carré. En opposition à l'As, je vais placer la figure dominante, à savoir le roi, qui sera suivi de la dame, du cavalier, et une fois que la colonne des numérales sera heurtée, du valet en dessous, qui apparaît ainsi beaucoup plus comme étant l'écuyer du cavalier que le valet de cette cour royale. Reste au centre un vide composé de 44 carrés, de 44 cases, que je vais regrouper alors 2 à 2 en rectangle, ce qui correspond aussi aux dimensions des cartes de tarot, 2 fois plus hautes que larges, autrement dit composées de 2 carrés, ce qui apparaît déjà aussi assez clairement sur quelques-unes des cartes comme le chariot. Le jeu consistera ensuite à placer chacune des 22 cartes du tarot sur ces rectangles qui leur correspondent parfaitement, de façon logique et cohérente. Et si c'est une réussite, si j'arrive à montrer que toutes ces cartes se répondent les unes aux autres dans cette structure générale, on pourra dire que oui, ces images du tarot appartiennent au même ensemble culturel déjà défini, avec les 4 premières cartes, à savoir un ensemble orphico-dionysiaque qu'il s'agira alors de retrouver, de rechercher, de déterrer derrière chacune des images du tarot. On voit que cette structure est composée très clairement de 2 moitiés de 11 cartes chacune, avec un groupe de 3 cartes sur 3 cartes, chapeautées par 2 autres cartes. Ces 2 cases supérieures en haut comme en bas vont recevoir les bornes de chacune de ces 2 séries. La première borne est naturellement composée de la première carte, la 1, et de la 11, fin de la première moitié. Là, la numérotation des cartes a quand même un intérêt. À savoir donc la 1 le bal-fleur et la 11 la force, dont les personnages portent chacun un très grand chapeau, qui va nous permettre de les relier par la tête, par le chapeau, ce qui va confirmer cette orientation horizontale. La même chose pour la partie inférieure avec le pendu et le monde. Ces 2 cartes ont en commun la même position des jambes et des pieds, ce qui permet de les relier donc par le bas, par les jambes et les pieds, comme les cartes supérieures ont été reliées par le haut, la tête et le chapeau. Puis, on a un ensemble de 4 cartes qui vont manifestement ensemble. Papesse, pape, empereur et impératrice, qui, 2 par 2, vont nous donner la somme de 7.
Ces cartes vont occuper les 4 angles de cette structure de 9 cases, le pape et la papesse en haut, chacun sur la colonne de son sexe, à savoir bâton pour le pape, face à la coupe pour la papesse, et idem avec l'empereur et l'impératrice. On remarquera au passage l'orientation des regards pour le pape et la papesse vers le centre du jeu, et la symétrie de leur position, 3/4 face gauche face à 3/4 face droite. Cette même opposition de position, on la retrouve avec l'empereur et l'impératrice, puisque l'un est totalement de profil quand l'autre est totalement de face. Sur le côté masculin, entre le pape et l'empereur, on va pouvoir y placer sans problème l'ermite. Il servira en quelque sorte de pont ou de lien entre le pape et l'empereur. De même en face, côté féminin, avec les coupes, on pourra y placer la justice, qui, elle aussi, apparaît comme un lien ou un pont entre la sagesse incarnée par la papesse et l'autorité incarnée par l'impératrice. Il y a encore ce jeune homme du tarot à placer, qui est la particularité, il est toujours entouré d'une paire, une paire de femmes pour l'amoureux et une paire de chevaux pour le chariot, ce qui va donc logiquement montrer sa position centrale dans l'axe vertical. La place naturelle du chariot sera évidemment entre l'empereur et l'impératrice. Ainsi, nous avons l'empereur et l'impératrice et le jeune prince au centre, ou le général, qui va servir de lien entre les deux. Donc, naturellement, l'amoureux va se placer en haut, au-dessus, symétriquement. Reste la carte 10, la roue de fortune, qui va alors logiquement se placer au centre. D'ailleurs, les 6 rayons de la roue semblent renvoyer chacun vers l'une de ces cartes, et l'on va en profiter ainsi pour réorienter le chariot en suivant l'orientation qui est donnée par les 2 animaux qui sont accrochés à la roue de fortune. Ainsi donc, cette première moitié du tarot a une structure tout à fait cohérente et même dialectique une fois placée sur la structure qui a été dessinée. Pour la seconde moitié, pour répondre à cette trinité empereur, impératrice et chariot, vont correspondre tout naturellement les 3 astres, le soleil avec l'empereur, la lune avec l'impératrice et l'étoile comme lien ou comme pont avec le chariot. Puis, on verra une opposition apparente entre la sagesse, le sage ou le philosophe incarné par l'ermite, une opposition avec le fou, le mat, qui va se placer alors de manière symétrique. En face, pour répondre de la même manière à la justice, se placera tout naturellement le jugement. Puis, pour s'opposer symétriquement au pape, il y aura tout naturellement le diable. Enfin, pour s'opposer de manière symétrique à l'étoile, en bas, cette jeune femme qui tient 2 Oénoké, il y aura la tempérance qui tient ces 2 mêmes Oénoké, ce qui fera donc une symétrie entre les 2 jeunes hommes du haut et ces 2 femmes en bas. Il y a encore la mort à placer, qui va répondre tout naturellement, tout à fait logiquement à la roue de la fortune, face au destin au sens large, le destin inévitable de tout être vivant, la mort. Il reste encore la 16 à placer, à la dernière case. Ainsi donc, il a été tout à fait possible de placer de manière logique et même dialectique les 22 cartes sur ce schéma qui a été ainsi dessiné précédemment sur cette grille carrée de 100 cases. Le tarot de Marseille a donc un plan général parfaitement défini, pensé, et appartient donc à son ensemble au même contexte culturel. Il n'est donc pas une collection d'images hétéroclites.